Les charges d'un propriétaire bailleur, d'un investisseur immobilier. Je sais pas vous, mais moi pour mon premier investissement immobilier, j'avais toujours peur d'avoir oublié une charge. On est là sur notre fichier Excel en train de faire nos calculs avec notre prix d'achat, notre loyer, etc. On essaye de mettre les charges, mais j'étais toujours en train de me dire, putain si ça se trouve, j'ai oublié un truc énorme, un truc qu'on doit payer en tant que propriétaire et en fait je suis pas au courant et si ça se trouve ça va flinguer tout mon projet et en fait j'en sais rien du tout. Donc dans cette vidéo on va voir toutes les charges principales quand on fait un investissement locatif et qu'on est un propriétaire bailleur, qu'on met un locataire dans son logement. Il y en a 7 qui sont les principales, on va les faire un petit peu par ordre d'obligation d'importance et comme ça, vous serez sûr de ne rien oublier d'important quand vous ferez vos simulations sur vos prochains investissements locatifs. C'est parti. Le premier, la première charge plutôt la plus importante selon moi, c'est la taxe foncière. Ça, malheureusement, on ne peut pas y échapper. L'État se sert sur à peu près tout ce qu'on génère. Il y a des impôts sur les loyers, mais on paye quand même cette espèce d'impôt charge. C'est vrai qu'on appelle ça une charge, alors qu'en réalité c'est un peu de l'impôt. Mais en tout cas, c'est un truc récurrent qu'on est obligé de payer, peu importe le bénéfice qu'on génère sur notre investissement. La taxe foncière, c'est une grosse dépense. Ça dépend de la ville dans laquelle on est. Globalement, plus la ville est riche, plus il y a des chances pour que la taxe foncière soit faible. Et à l'inverse, dans des villes qui ont des difficultés économiques, très souvent, en fait, ils prennent un peu sur les propriétaires pour renflouer les caisses et donc la taxe foncière est plus élevée. La règle du pouce, ça dépend vraiment, mais c'est que la taxe foncière doit faire à peu près un mois de loyer. Donc vous avez un appartement qui se loue 500 € par mois, taxe foncière à 500 €, c'est cohérent. Des fois vous allez avoir un peu moins, des fois vous allez avoir une fois et demie, parfois on va monter jusqu'à 2 dans les villes qui sont vraiment en sale état économiquement, on va dire. Là, attention, parce que quand on commence à avoir déjà 2 mois de loyer sur 12 qui partent dans la taxe foncière, c'est très dur derrière d'avoir de la rentabilité, d'avoir du rendement net. Donc attention à ça. Deuxième charge qui est hyper importante, c'est l'assurance PNO, l'assurance propriétaire non occupant. C'est une assurance qui va vous permettre, vous, en tant que propriétaire, d'assurer un logement dans lequel vous êtes non occupant, dans lequel il y a quelqu'un d'autre qui y habite. L'assurance PNO, on se demande toujours comment est-ce que ça s'imbrique parce que le locataire a aussi son assurance habitation. C'est pas toujours très clair, mais l'assurance PNO normalement va prendre le relais sur tout ce qui n'est pas couvert par l'assurance habitation de notre locataire et ça va aussi couvrir un petit peu ce qui est le bâti, ce qui est les murs, alors que l'assurance habitation ne prend en compte que l'intérieur des appartements. Et pour le cas des investissements dans les immeubles, les assurances PNO peuvent prendre en compte aussi les dommages dans les parties communes, où là vous êtes sûr et certain qu'à part votre PNO, il n'y a aucune assurance qui va pouvoir prendre ça en charge si jamais il y a des dégâts. L'assurance PNO, le montant c'est toujours pareil, c'est variable. Une règle du pouce, moi que j'aime bien, c'est de dire à peu près 2 € par mètre carré. Donc si on a un appartement de 50 mètres carrés, on a 100 € d'assurance PNO par an. Encore une fois, ça dépend de plein de choses. L'idée ici, c'est pas d'être à l'euro près, c'est vous donner des ordres de grandeur, savoir si c'est plutôt 20 € ou savoir si c'est plutôt 1000. Donc 2 € du mètre carré, vous serez pas trop loin de la réalité normalement. En troisième, on a les charges de copro. Alors charges de copro, quand on fait de l'immeuble, l'immense avantage c'est qu'on n'en a pas. On a quand même des charges un peu supplémentaires parce que il faut entretenir l'immeuble, il faut faire le ménage, il faut peut-être avoir quelqu'un qui passe pour les espaces verts, mais au moins on ne paye pas de syndic et puis on gère les charges comme on veut. Quand on est dans un appartement, dans une copropriété, du coup on paye des charges de copro. Là encore une fois, le montant très difficile de l'estimer parce que ça va dépendre de plein de choses. Est-ce que le chauffage est inclus? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a un gardien? Est-ce qu'il y a des espaces verts? Est-ce que le syndic est bénévole ou est-ce que le syndic est professionnel et donc il faut lui verser un salaire? Donc c'est très difficile de donner un montant pour les charges de copro. Là pour le coup, il faudra vraiment à chaque fois regarder les PV d'AG, les PV d'Assemblée Générale de Copropriété et regarder les régularisations de charges qui sont faites tous les ans pour avoir le montant. Truc très important sur les charges de copro, c'est que en général, il y a environ 70 à 80%, on va dire, qui est à la charge du locataire. Donc, c'est des charges que vous allez pouvoir récupérer sur le locataire. Ça dépend de ce qu'il y a dans les charges de copro. Encore une fois, vous m'avez compris. Mais il y a une grosse partie qui est à la charge du locataire. Et ça, en fait, j'ai presque envie de dire, ça ne change rien. Il y en a beaucoup qui se disent, bon, du coup, c'est pas moi qui paye. Donc, si les charges de copro sont élevées, en fait, c'est pas grave. Moi, je trouve que ça, c'est une connerie de dire ça. En fait, il faut se mettre dans la philosophie du locataire. Si vous l'êtes, vous le savez, vous l'avez sûrement été à un moment de votre vie. En fait, en tant que locataire, on regarde le loyer final. Et j'ai presque envie de dire, on s'en fout un peu de ce qui est la partie loyer et de ce qui est la partie charge. Donc, en fait, avoir un loyer à 450 plus 50 € de charge ou un loyer à 480 plus 20 € de charge, pour un locataire, globalement, ça revient à peu près au même.
Et donc faites attention quand vous allez dans des copros où il y a des fortes charges. Ne vous dites pas de toute façon ces charges elles sont pour le locataire parce qu'en soi toute charge économisée, en fait vous n'allez pas vraiment monter ou descendre le prix du loyer et c'est juste que vous allez récupérer plus parce que vous aurez une part de loyer hors charge qui est plus importante. Autre charge très importante aussi qui est très souvent négligée, c'est les travaux d'entretien. Un appartement ça vit, ça évolue, ça se dégrade et du coup vous allez devoir entretenir votre appartement. Donc il va y avoir des petites réparations, des petits travaux à faire dans ta gauche. Là, il y a deux catégories. Soit on a acheté un appartement qui était totalement à refaire et du coup on a tout refait à neuf. Dans ce cas-là, il y a un peu moins de travaux d'entretien parce que vu que tout est neuf, normalement il y a moins de réparations à faire dans l'immédiat. Surtout que vous avez la garantie biennale, donc pendant 2 ans, à peu près tout ce que vous avez fait est garanti. Donc normalement il n'y a pas grand-chose à faire pendant les 2 premières années. Et si vous avez pris un appartement un peu en l'état qui a déjà quelques années, là, il faut se dire que tous les ans, en fait, il y a un petit peu d'argent à mettre sur la table pour rénover, remettre un coup de peinture de temps en temps, changer un meuble de cuisine, changer un chauffe-eau qui a claqué, réparer une fuite, des petits bricoles comme ça. Et moi, ce que je conseille là en termes de montant, c'est de mettre à peu près 5 à 10% de son loyer en provision. Donc dire qu'on va dépenser 5 à 10% de notre loyer tous les ans pour des réparations. Et donc voilà, si on a un loyer de 500 euros, on va donc avoir à peu près 25 euros d'entretien, on va dire, tous les mois. Et à la fin de l'année, du coup, ça vous fait un petit mois de loyer, en gros, qui est parti dans les réparations. Autre charge importante, c'est la vacance locative. Ça va dépendre encore une fois de où est-ce que vous vous situez. Il y a des secteurs qui sont plus ou moins tendus, mais il se peut que vous ayez quelques semaines, peut-être un mois de vacances entre un locataire et un suivant. Et ça, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. On le voit notamment beaucoup sur de la location étudiante où on a pas mal de turnover. Et les mois d'été, on peut avoir quelquefois quelques semaines où malheureusement il n'y a pas de locataire. Et donc, si vous louez que 11 mois dans l'année au lieu de 12, ça fait 8% de loyer en moins qui rentre. Et ça, l'air de rien, c'est quand même un montant important. Donc, prenez-le aussi en compte pour avoir une vraie estimation de votre rendement net et de votre cash flow. On passe maintenant à la garantie loyer impayé. Donc, tout ce qu'on a vu avant, on va dire que c'est entre guillemets obligatoire. C'est les 5 principales. La taxe foncière obligatoire, l'assurance P&O obligatoire, les charges de copro obligatoires, et si on est en immeuble, ce n'est pas vraiment de la charge de copro, mais c'est quand même des charges que nous, on va devoir dépenser pour entretenir l'immeuble, donc obligatoire aussi. Travaux d'entretien, c'est obligatoire aussi. Vacances locatives, il faut le prendre en compte. Vous pouvez dire qu'il y en a zéro, mais en tout cas, c'est quelque chose, ce n'est pas un choix, on va dire. Et là, on va passer sur la garantie loyer impayé. Donc, c'est une garantie qu'on peut faire, qu'on choisit de prendre, qui permet de garantir en cas d'impayé de la part d'un locataire ou en cas de dégradation de notre appartement. Les garanties de loyer impayé, il faut faire attention, j'ai fait une vidéo entière aussi là-dessus que je vous remets juste au-dessus. Vous allez du coup payer un pourcentage de votre loyer, en général c'est 2 à 3%, et il faut bien regarder parce que les assurances de loyer impayé, elles vont vous mettre des fois de la carence, elles vont vous mettre des fois un délai pendant lequel vous n'allez pas pouvoir être assuré. Si jamais par exemple vous avez un locataire qui ne paye pas et vous vous dites tiens, je vais aller prendre une assurance comme ça, elle va assurer en fait ce locataire-là, ça ne marchera pas parce qu'il y a en général 1, 2, 3 mois pendant lesquels vous n'êtes pas assuré juste après avoir souscrit le contrat. Il y a des assurances qui sont gratuites, notamment la garantie Visal qui s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans ou alors aux personnes de plus de 30 ans qui ont des revenus modérés. Et ça, c'est une très bonne solution. C'est un dispositif de l'État, ça marche bien. Et du coup, ça vous permet d'avoir une garantie loyer impayé qui est gratuite. Et du coup, le locataire, lui aussi, ça lui permet de ne pas forcément avoir un garant. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour la partie garantie loyer impayé. Dernière charge, la 7e, c'est la gestion en agence. Pareil, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez gérer vous-même. Quand vous êtes à distance, quand vous commencez à avoir beaucoup d'immobilier, ça peut devenir plus compliqué. Du coup, c'est bien de faire passer ça par une agence. On a aussi des très bons logiciels qui permettent de gérer en fait sa location immobilière. Je vous mets le lien vers un logiciel qui fonctionne très bien si vous voulez gérer vous-même et qui va vous permettre de gérer tous vos baux, gérer vos encaissements, la synchronisation bancaire, etc. Mais si on veut faire passer une agence IMO pour tout ce qui est état des lieux, gestion au mois le mois, ça va nous coûter en général entre 6 et 7% du loyer.
Encore une fois, ça va dépendre. C'est un taux qui se négocie, il faut le savoir. Il ne faut pas hésiter des fois à négocier un petit peu, surtout si vous amenez des immeubles, si vous avez plusieurs lots. C'est des choses qui peuvent se faire. Et du coup, ça c'est pareil, ça fait un petit mois de loyer qui va partir dans la gestion en agence. Mais ça permet quand même, selon moi, de se libérer du temps et du coup de pouvoir mettre son énergie là où normalement on est le plus efficace, c'est-à-dire chercher des biens, les négocier, bien acheter, trouver des financements. C'est ça notre métier en tant qu'investisseur immobilier et c'est pas forcément selon moi de faire de la gestion locative et de gérer les petits problèmes des locataires. Donc ça peut être une solution quand même qui est intéressante. Voilà, on a fait les 7 charges principales. Une fois que vous avez ça, vous êtes à peu près bien, vous avez quasiment tout là qui est pris en compte. Vous pouvez avoir des petites choses en plus si vous faites du Airbnb, par exemple de l'électricité, du Wi-Fi, etc. Mais globalement, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait 95% du boulot, donc vous pouvez vous lancer dans votre investissement plus sereinement. Ici, on est sur toute la partie charge qui permet de calculer un rendement net et un cash flow net. Et ensuite, il faudra calculer tous les impôts qu'on va payer ou non, d'ailleurs, en fonction de la fiscalité qu'on a choisie et qui vous permettront d'avoir un rendement net d'impôt et un cash flow net d'impôt. Et pour ça, vous pouvez regarder les autres vidéos que j'ai fait sur toute la partie fiscalité. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire comme d'habitude. Je vous dis une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.